Donc, bonjour tout le monde. Comme il est 4 heures, nous allons débuter le webinaire. Juste à noter, c'est normal, si votre caméra et votre microphone ne fonctionnent pas, sont fermés pendant le webinaire. Vous pouvez, par exemple, quand même intervenir si jamais vous avez des questions. Vous pouvez utiliser le chat pendant la présentation et soit qu'on répond à la question à la fin ou si on voit que la question quand même pourrait être répondue là, pendant le webinaire, on pourra le faire à ce moment-là. Donc, bienvenue et le webinaire est enregistré. Donc, bienvenue au webinaire « Comment parler de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation » aux élèves selon leur âge et leur capacité d'analyse. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir Diane Campeau. Donc, bonjour Diane. Bonjour. Diane, elle est directrice de l'éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Elle est aussi chercheuse et intervenante en éducation autochtone. Donc, bienvenue encore une fois. Et aujourd'hui, lors du webinaire, nous allons explorer des pistes de discussion pour expliquer comment parler en classe de la Journée nationale et de la vérité et réconciliation et vous aider à trouver les bons mots pour répondre à différentes questions ou poser les bonnes questions. Donc, la parole est à vous. Merci infiniment. Je vais partager sans plus tarder l'écran. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, on va en toute chose reconnaître, faire la reconnaissance des territoires. Alors, nous reconnaissons que nous sommes sur les terres des premiers peuples de l'ensemble de ce vaste pays que nous appelons aujourd'hui le Canada. Et nous les remercions de nous autoriser à réfléchir et apprendre sur ces terres. Donc, comme j'ai mentionné aussi tantôt, c'est important, si certains ou certaines d'entre vous avaient vécu dans leur famille l'épisode des pensionnats, c'est un numéro de téléphone pour de l'aide et des services qui peuvent être offerts au niveau de l'appui émotionnel. C'est valable aussi, vous pourriez aussi mentionner cette information-là devant vos élèves aussi, parce que vous pourriez avoir des élèves autochtones dans vos classes dont les familles ont vécu les épisodes des pensionnats. Alors, comme je le mentionne, le sujet de la présentation comporte certains éléments sensibles et donc c'est important de faire attention à soi-même et aux autres dans ce partage et il est possible que vous-même vous viviez des émotions lors de cette présentation. Alors, ce que nous allons faire ensemble, on va se renseigner et apprendre la vérité sur l'épisode des pensionnats autochtones au Canada, reconnaître le rôle du monde de l'éducation dans la réconciliation. On va identifier des façons d'aborder ce sujet sensible-là avec les élèves et selon leur niveau d'âge et on va identifier des ressources, certaines des ressources qui sont disponibles. Alors, ce qu'il faut savoir, donc en premier, quand on parle de la commission vérité et réconciliation, donc en premier, il y a la vérité. Donc, c'est ce qu'on va faire en tout premier lieu avec vous. Ça, évidemment, ce contenu-là, on va s'en reparler un peu plus tard, mais c'est important, c'est un contenu qui vous est destiné à vous en tant qu'adulte et qu'il y a certaines parties, oui, qui pourraient être présentées éventuellement à des élèves plus âgés, on va le voir tantôt. Donc, le premier établissement qui pouvait ressembler en quelque sorte à un pensionnat destiné spécialement pour les Autochtones, c'est le Mohawk Institute en 1831. Mais il y a eu une volonté plus organisée de mettre en place le système des pensionnats. Donc, dès 1879, il y a eu le rapport Davin qui recommandait de créer un système d'école industrielle pour les séparer intentionnellement de leurs parents. Et, soit en passant, c'était tel que mentionné dans les documents pour réduire l'influence du wigwam. Donc, en 1883, à la suite des recommandations du rapport Davin, le Sir John Macdonald autorise la création des pensionnats autochtones dans l'Ouest canadien. Donc, en premier, ça a débuté dans l'Ouest canadien. Il faut se rappeler qu'à ces époques-là, on veut coloniser, on veut les terres de ces provinces-là. Donc, on voit qu'il y avait des intentions aussi derrière. En 1892, on confie
aux églises, à certaines églises chrétiennes, à l'aide d'une entente officielle, l'exploitation des pensionnats. Donc, le gouvernement fédéral payait et ont instauré la structure et la gestion des pensionnats était par les communautés religieuses. Donc, voici le discours de John A. Macdonald de 1883. Les enfants indiens devraient être retirés le plus possible de l'influence de leurs parents et la manière d'y arriver, c'est de les placer dans des écoles industrielles où ils vont acquérir les habitudes et les pratiques des Blancs. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on veut déboulonner la statue de John A. Macdonald dans plusieurs des villes canadiennes. Ce qu'il faut voir, c'est que dès 1920, Duncan Campbell Scott il rend la fréquentation aussi des pensionnats obligatoire pour les enfants de 7 à 15 ans. Donc, il y a un édit gouvernemental qui fait en sorte que tous les enfants doivent fréquenter le pensionnat. Donc, tous les enfants autochtones doivent fréquenter le pensionnat. Dans les années 40, le gouvernement commence à appliquer des normes provinciales en matière de programmation scolaire et aussi à intégrer les élèves autochtones aux écoles ordinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 40, le curriculum scolaire que les enfants autochtones pouvaient avoir dans les pensionnats, c'était très, très limité. Ils apprenaient un peu la langue, l'anglais ou le français, quelques éléments d'arithmétique, et le reste de leur temps était consacré à des travaux pour l'entretien des bâtiments et de l'édifice et les jardins qui servaient à nourrir les pensionnaires. En 1955, le gouvernement fédéral commence à exploiter les pensionnats et les foyers à l'intention des élèves inuits. Combien il y a eu de pensionnats par province? Donc, il y a plus de 130. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il est possible que vous voyez des chiffres qui diffèrent dans divers documents que vous allez lire. C'est que dans le règlement de la Commission Vérité et Réconciliation, dans le règlement avec le gouvernement fédéral, certains pensionnats n'étaient pas considérés nécessairement selon l'entente qu'il y a eu. Et il y a des pensionnats qui se sont ajoutés par la suite. C'était aussi le cas du Québec. Le critère, c'était qu'il fallait qu'il y ait eu, à un certain moment donné, une subvention totale ou partielle du gouvernement fédéral. Donc, ici, on voit que les provinces où il y en avait le plus, c'est l'Alberta et la Colombie-Britannique, suivi de la Saskatchewan et de l'Ontario. Donc, vous avez vu qu'en 1955, on décide qu'on instaure les pensionnats dans le monde inuit. Et il faut savoir que dès 1889, donc on se rappelle que c'est 1883 qu'on a mentionné qu'on veut créer des écoles pour les pensionnats pour les enfants autochtones, mais dès 1889, on a des allégations de mauvais traitements physiques et des sévices sexuels qui émergent d'un pensionnat au Manitoba. En 1907, l'inspecteur médical des pensionnats, le Dr. Bryce, il qualifie les conditions de santé de crime national. Il a écrit et envoyé plusieurs rapports à ses supérieurs. Il a pris les journaux, il a écrit dans les journaux. En désespoir de cause, presque 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, il a écrit un livret, donc un petit livre, pour pouvoir mettre à jour ce que lui condamnait. Il n'a malheureusement jamais été écouté. Je vous dirais que tant qu'à déboulonner la statue de John A. Macdonald, peut-être on pourrait la remplacer par celle du Dr. Bryce. En 1966, Shani Wenjack, qui a 12 ans à l'époque, c'est un garçon Anishinaabe de l'Ontario, il s'échappe de son pensionnat indien, entre guillemets, de Kenora, et est retrouvé mort sur la voie ferrée, mort de faim et de froid, finalement. À l'époque, ça avait suscité un tollé général à l'échelle nationale et ça a mené à une première enquête sur le traitement des enfants autochtones au sein des pensionnats autochtones au Canada. Mais je vous rappelle que le dernier a fermé en 1996-1997. 1991, Phil Fontaine, qui va devenir plus tard le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, dévoile publiquement les mauvais traitements qu'il a subis et le Conseil Caribou publie un document sur les impacts des écoles résidentielles. Donc, à la lumière des témoignages de Phil Fontaine, beaucoup d'autres personnes du monde autochtone sont venues aussi mentionner qu'ils avaient subi le même sort. Et donc, ça a donné lieu à un rapport, le fameux rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones qui est publié
en 1996 et on mentionne dans ce document-là les répercussions des pensionnats autochtones sur des générations des Premières Nations, qui a donné lieu à la fermeture du dernier pensionnat fédéral en Saskatchewan. Et il y en a eu un autre. Celui-là, souvent, vous allez voir des années où on dit le dernier a fermé en 96, mais on a ajouté celui qui valait à Rankin Inlet au Nunavut parce que celui-là aussi avait été financé par le fédéral, donc on a considéré qu'il pouvait entrer dans le règlement pour les pensionnats. C'est pour ça que vous allez voir des chiffres qui peuvent différer 96 et 97. Ce que ça a donné lieu, ça a donné lieu au rapport aussi final de la Commission Vérité et Réconciliation pour lequel il y a eu 94 appels à l'action qui touchent toutes les sphères de l'activité. On parle de droits, des services sociaux, des services de santé, on parle de comment on peut voir le territoire, et particulièrement le monde de l'éducation est interpellé. L'article 93, l'appel à l'action 93 et 94 touchent particulièrement l'immigration et on demande que le serment à la citoyenneté inclut l'histoire des premiers peuples et on demande dans l'appel à l'action 93 que les futurs Canadiens, ceux qui appliquent pour la citoyenneté canadienne, dans la formation qu'ils reçoivent, qu'on parle de l'histoire des Autochtones au Canada et de l'épisode des pensionnats. Donc, celui qui touche particulièrement au monde de l'éducation, c'est l'appel à l'action 62. On sait ce que ça dit. Et donc, dans le rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones, on a fait des recommandations. Mais la Commission Vérité et Réconciliation, et moi je suis assez âgée pour en voir la différence, c'est qu'on demande. Et donc, c'est des appels à l'action. On ne recommande pas, on demande. Donc, on voit très bien que l'impact est plus fort et j'aime à penser qu'il y a des actions, justement, qui sont en train de se prendre. Donc, nous demandons au Conseil des ministres de l'Éducation de maintenir un engagement annuel à l'égard des questions relatives à l'éducation des Autochtones, non seulement, notamment en ce qui touche. Ça, c'est un des points. À l'élaboration et la mise en œuvre de la maternelle à la 12e année de programmes d'études et de ressources d'apprentissage sur les peuples autochtones dans l'histoire du Canada et sur l'histoire et les séquelles du pensionnat. Donc, quelles ont été les conséquences? Il y a un rapport qui est sorti très, très récemment. C'est un rapport, comme vous voyez la date ici, c'est sorti en mars 2021. Un rapport final sur le règlement financier, etc., pour les pensionnats. Mais ce que ça dit là-dedans, en préambule, c'est que oui, certains élèves évoquent les matières enseignées, donc ça n'a pas eu le même visage. Toutes les expériences des pensionnats n'ont pas été toutes aussi dramatiques à certains égards. Comme ici c'est mentionné, certains élèves évoquent qu'ils ont eu la chance d'avoir des matières intéressantes, faire du sport, des cours de musique. Ils ont eu des enseignants qui ont été bons avec eux et certains leur ont permis de suivre des études supérieures. Certains d'entre eux sont à l'université, certains d'entre eux même enseignent dans différentes universités au Canada. Toutefois, dans la majorité des cas, les conséquences ont été dramatiques. Donc, on parle de milliers d'enfants qui sont retirés de leur famille, qui sont envoyés à plusieurs centaines de kilomètres et certains dès l'âge de 4 ans. Un de mes collègues, Sagué Ottawa, qui est à Atikamek de Manawan, qui est directeur de l'école secondaire Otapi à Manawan, sa maman a été envoyée à l'âge de 4 ans à 300 kilomètres de chez elle. Une assimilation forcée aux cultures, valeurs, religions et aux langues de la société dominante. Donc, beaucoup de ces enfants-là arrivaient dans une école où ils ne comprenaient ni la structure ni la langue. Certains enfants ont subi des sévices physiques, émotifs et certains sexuels. Il y a eu une dévastation des familles et des cultures parce que quand l'enfant revient chez lui, il ne comprend plus ses parents ni sa culture. Le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation a considéré que c'était un génocide culturel. Il y a des traumatismes intergénérationnels parce que si un enfant a vécu les pensionnats, a vécu des traumatismes qu'il va reproduire auprès de ses propres enfants, qui eux peut-être aussi ont vécu aussi l'épisode des pensionnats. Plus de 150 000 enfants ont vécu dans des pensionnats
entre guillemets, dit indiens à l'époque. Environ 80 000 personnes sont encore en vie et ont vécu dans ces pensionnats. Entre 3 000 et 6 000 d'entre eux sont morts. Un témoignage parmi des milliers qu'on a pu avoir concernant les pensionnats, c'est celui de Marcel Piticoué, qui est un auteur atikamekw de Umotachi, c'est une autre communauté atikamekw au Québec. Lui a passé presque plus que 10 ans dans des pensionnats. En premier, il a été envoyé au pensionnat d'Amos dès l'âge de 6 ans. Et ensuite, il a été envoyé au pensionnat de Pointe-Bleue. C'est celui qui est situé à Massuache, c'est un territoire Innu. Son rêve à lui, selon une entrevue qu'il a accordée à Radio-Canada, c'est qu'il y ait vraiment une réconciliation entre sa génération à lui, des pensionnaires, et la génération de ses propres enfants, parce qu'évidemment, il porte en lui des séquelles de ses pensionnaires. Et juste pour vous donner une idée de c'est quoi la distance. Donc, beaucoup d'enfants étaient à des centaines de kilomètres de chez eux. Donc, pour M. Piticoué, lui, la distance entre sa communauté, Umotachi, puis Amos, c'est 718 kilomètres. Et donc, ça prenait 9 heures et 12 minutes pour faire le trajet. La distance à vol d'oiseau, c'est 329 kilomètres. Mais chanceux, plusieurs années plus tard, il a été envoyé au pensionnat de Machtoyache, mais là, il était à 268 kilomètres de chez lui. Et il faut comprendre que les familles n'ont pas d'accès à des véhicules automobiles, surtout dans ces époques-là. La distance est immense, les routes ne sont pas nécessairement praticables. Donc, il n'y a presque pas de possibilité pour les parents de pouvoir voir les enfants. Et d'ailleurs, c'était impossible pour eux d'aller les chercher. Donc, souvent, les gens me disent, ben, écoute, il faut remettre tout ça en contexte. Là, il y a des gens qui ont vécu des pensionnats dans ces mêmes époques. Alors, moi, je vous remets tout ça en contexte. Donc, dans un pensionnat dit indien, dans un pensionnat autochtone, les enfants sont retirés de leur famille souvent par la force et par les forces de l'ordre, malgré que il y a certains parents qui ont accepté parce qu'ils croyaient que c'était pour le bien de l'enfant, parce qu'on leur mentionnait qu'ils auraient une bonne éducation, éventuellement un bel avenir, etc. De l'autre côté, du côté des pensionnats généraux de l'époque, les enfants y étaient inscrits de manière volontaire et non pas obligatoire et forcés par les autorités. Les parents, évidemment, ne choisissaient pas l'endroit pour les pensionnats autochtones. De l'autre côté, évidemment, les parents choisissaient et les pensionnats n'étaient pas toujours éloignés d'une aussi grande distance. C'est possible que quelqu'un était de Montréal puis allait au pensionnat à Québec, mais ce n'était pas nécessairement la majorité. Les parents du côté des pensionnats autochtones ne peuvent pas visiter leurs enfants, ni non plus les retirer de l'école. Dans certains cas, on m'a dit que si un parent avait essayé de retirer son enfant de l'école, c'est la gendarmerie royale qui l'accueillait avec les carabines. Les parents de l'autre côté, évidemment, pouvaient visiter leurs enfants et les retirer du pensionnat en tout temps. Les valeurs éducatives et les coutumes de l'école du pensionnat sont étrangères aux familles et aux élèves. Et par ailleurs, du côté des pensionnats généraux, les valeurs éducatives et les coutumes et la langue, c'est familier aux élèves et à leur famille aussi. Par ailleurs, la similitude qui existe dans les deux cas, c'est qu'il y a une scolarisation qui est gérée par les communautés religieuses et il y a aussi, à l'époque, il faut l'admettre, un contexte d'éducation qui est rigide et punitif. Quiconque a si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, non, bien sûr, donc je ne dirais pas vos grands-parents, je pourrais dire vos arrière-grands-parents, si vous avez déjà entendu vos arrière-grands-parents parler de comment ils étaient traités à l'école, vous comprendrez qu'à l'époque, il y avait un climat assez punitif. Donc, voici ça, c'est Victoria, mais en fait, c'est Vancouver. C'est Vancouver à l'été 2021. Je pense que c'était, pas un musée, mais une galerie, une grande galerie d'art à Vancouver, donc suite aux événements qui se sont passés cet été. Donc, cet été, c'est un été très sombre en 2021. Le 29 mai, on a trouvé les restes de 215 enfants, dont certains n'avaient que 3 ans. Ils ont été découverts enterrés sur le site du pensionnat de la communauté de Kamloops. 24 juin, on trouve 751 enfants dans un pensionnat qui appartenait à l'église Mariéval de Saskatchewan. 30 juin, 182 entre Kimberley et Cranbrook en Colombie-Britannique, c'est proche de la frontière des Rocheuses. Et le 12 juillet, on a trouvé les restes de 160 enfants sur un pensionnat qui était situé sur une île en Colombie-Britannique.
encore une fois, ce qu'il faut remettre en contexte, parce que j'ai entendu des commentaires où les gens me disent « Oui, mais tu sais, à l'époque, beaucoup d'enfants mouraient, c'était les époques des épidémies. On sait ce que ça veut dire présentement, n'est-ce pas? Donc, on a des épidémies qui ravagent dans les deux cas. Par ailleurs, les enfants des pensionnats autochtones sont sous-alimentés à cause du sous-financement. De l'autre côté, les enfants, ils pouvaient avoir des surplus de nourriture qui pouvaient venir de la famille. On s'entend que le menu dans les pensionnats, ça n'a jamais été génial. Tous les enfants qui ont vécu d'un côté ou de l'autre des pensionnats ont toujours mentionné que la nourriture n'était pas extraordinaire. Mais par ailleurs, si je suis dans un pensionnat qui n'est pas un pensionnat autochtone, bien, ma famille peut m'apporter des suppléments de nourriture parce qu'ils peuvent me visiter. D'un autre côté, les enfants autochtones sont malades et ils meurent loin de leur famille. Du côté du pensionnat général, les enfants, ils vont retourner à la maison pour être soignés. Il y a peut-être eu des exceptions où les enfants sont morts dans le pensionnat, mais quand on voyait que l'enfant allait trop mal, on pouvait appeler la famille qui venait le chercher. Donc, ça veut dire que les enfants autochtones sont morts seuls. Plusieurs parents du côté des Autochtones n'ont jamais connu le sort de leurs enfants. Certains parents ont espéré toute leur vie que peut-être leur enfant avait été donné peut-être en adoption à quelqu'un parce qu'on ne leur a jamais dit que leur enfant était décédé. Et donc, de l'autre côté, les parents, évidemment, ont connu le sort de leurs enfants. Le gouvernement fédéral a annoncé une première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Dans les écoles, on savait que le 30 septembre, on soulignait la journée du chandail orange dans plusieurs des provinces, mais le gouvernement fédéral, l'année dernière, je dirais même suite aux événements de l'été, ont décidé de créer une première journée nationale de la vérité et réconciliation. Le symbole du chandail orange, alors c'est quand même assez récent. Donc, en 1973, Philippe Webstad, elle a vécu les pensionnats et elle a été envoyée à 6 ans à 80 km de chez elle. Et sa grand-maman lui avait offert un chandail orange pour sa rentrée scolaire. Elle était très contente de le porter, mais on lui a évidemment refusé parce que dans les pensionnats, il y a un costume, etc. Donc, bon, vous avez entendu parler aussi qu'on coupait spontanément les cheveux des enfants. On les lavait, on leur enlevait les vêtements, etc. Donc, le chandail orange, donc Philippe Webstad en a fait une démarche. Et le chandail orange est devenu le symbole de l'épisode des pensionnats autochtones. Donc, comment aborder cet important sujet-là en classe? En premier, je vous dirais qu'il faut reconnaître d'abord vos propres émotions par rapport à ça. Et je suis persuadée que la plupart d'entre vous qui avez des enfants, vous pouvez tout à fait comprendre qu'est-ce que ça peut représenter d'avoir son petit de 4 ans ou de 6 ans qui part à 700 km de chez vous et que peut-être vous ne reverrez jamais. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est trouver de la documentation appropriée pour l'âge des enfants et, je vais vous le répéter plus tard, en prendre connaissance au préalable. Tout ce que vous allez présenter aux enfants, il faut que vous l'ayez lu vous-même d'abord. Tout visuel que vous présentez aux enfants, il faut que vous l'ayez visionné vous-même d'abord. Troisièmement, créer une atmosphère de sécurité où les émotions peuvent être partagées. Donc, on sait que ce sont des sujets sensibles, donc on crée une atmosphère pour pouvoir partager ces émotions-là. Il faut rester évidemment à l'affût des émotions qui sont suscitées chez les élèves. Ils peuvent vivre de la détresse ou un malaise et les orienter en conséquence, donc soit avec de l'aide supplémentaire dans l'école, soit avec vous-même. Et on va porter évidemment une attention particulière à vos élèves autochtones. On insiste sur la résilience et la survivance de la culture. Donc, malgré tous les torts causés, c'est quand même une culture qui est en train de revivre et de renaître. Et on va inviter les élèves à poser un geste concret de réconciliation, puis on va apporter des suggestions tantôt. OK, maternelle et première année. Donc, les petits, premièrement, en maternelle et en première année, d'une part, souvent, ils savent pas ce que c'est un autochtone, ils ne savent pas c'est quoi le terme Première Nation, ils ne connaissent pas la nation locale. Alors, on va commencer par des récits qui sont à leur niveau d'âge et on va raconter la délicate histoire à travers la conversation de la petite fille ici,
avec Sakokum, qui est un mot qui signifie grand-mère en cri, et le terme kokum est utilisé aussi dans les nations Innu du Québec. C'est un terme qui est utilisé beaucoup pour le terme de grand-maman. Donc, on va choisir pour maternelle et première année, on va choisir des récits qui sont adaptés à leur âge. Il y en a beaucoup. Beaucoup, il y en a, en tout cas, il y en a quelques-uns. Et on peut faire, donc, avec petit, on va insister peut-être sur la nation elle-même, comment on peut la connaître. Donc, la façon de le présenter au tout petit, c'est on vit sur un territoire d'une nation. Et d'ailleurs, là, c'est de là, vous devez devoir vous intéresser à quelle est cette nation-là, sur lequel territoire vous êtes situé. Et on va expliquer au tout petit que nous avons la chance d'être sur les territoires sur lesquels des gens ont habité dans le passé et habitent encore, et qu'ils ont une très belle culture. Malheureusement, ils sont allés à l'école puis on ne parlait pas de leur culture à l'époque. Donc, on se limite à ce genre de discours-là avec les petits et on va apprendre avec les enfants des éléments de cette culture-là. Donc, ça peut être les couleurs qui reviennent dans les célébrations. Donc, entre autres, sur le site Idélo, il y a une vidéo sur les Powwows et on voit très bien les couleurs. On pouvait raconter aussi l'histoire du chandail orange ça peut aller rechercher aussi les petits que le matin de l'école, ils voulaient peut-être mettre un gilet qui leur plaisait, puis là, maman a insisté pour que ce soit une autre couleur. Maternelle, encore une fois, et première année, donc on identifie les autochtones des nations locales, leur nom, l'endroit où ils sont situés, les communautés de proximité, donc pour que nos enfants sachent de qui on parle. Évidemment, s'ils voient tout le monde avec le chandail orange, c'est pas une mauvaise idée justement de leur lire l'histoire du chandail orange. On va vous montrer le petit livre tantôt. Justement, comme je viens de dire, on présente aux élèves le fait que ces espaces-là où nous sommes étaient occupés par les peuples autochtones. On mentionne aussi que ces nations-là avaient beaucoup de connaissances. Vous pouvez aussi leur montrer le nom des arbres de proximité de l'école, des plantes, et avec le nom utilisé par la nation autochtone. Et des oiseaux, par exemple. Donc ça, c'est important de reconnecter les enfants aussi à la nature et à apprendre le nom réel de cet oiseau-là ou de cette plante-là et de voir comment on peut le dire dans la langue de la nation locale. Et là, ici, je vous donne le site de First Voices. Et First Voices, c'est un site Internet qui présente plusieurs langues autochtones à travers le pays et pour lequel vous pouvez aller faire une recherche et entendre la sonorité du mot dans la langue d'origine. Première, deuxième et troisième année, ça c'est un autre exemple. Donc, c'est les mots volés. Donc, c'est un grand-papa, c'est un grand-papa qui ne se souvient plus des mots de sa langue. Donc, c'est aussi un livret qui est intéressant pour les plus jeunes. Donc, encore une fois, ce sont des récits adaptés à leur âge. Et on peut faire justement encore une activité avec des mots 5 ou 6, pas énormément. Le but, ce n'est pas de leur donner, de les rendre compétents dans la langue autochtone locale. Et vous pouvez voir aussi, vous pouvez voir avec des enfants qui sont issus de d'autres cultures dans votre classe, comment se dit ce mot-là. Parce que chaque enfant a aussi sa langue à soi. Donc, le 30 septembre, ou la journée du chandail orange, la journée de la réconciliation, si vous la faites le 29, si votre école est fermée, ou le 1er, ça peut être intéressant justement de pouvoir avoir cet accueil-là pour l'identité de chacun. Donc, on va accueillir aussi la réaction des enfants qui doivent apprendre une autre langue que celle parlée à la maison. Puis d'ailleurs, il faut faire attention parce que nous, on l'a vécu dans nos écoles en Colombie-Britannique, on est en situation minoritaire linguistique, et quand les enseignants ont dit aux enfants, bien, vous savez, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient même pas le droit de parler leur langue, et là, on a des petits, bien sagement, qui ont levé la main puis ont dit, bien, nous non plus, parce qu'à la maison, ils parlent en anglais, et donc, ils n'ont pas le droit de parler en anglais à l'école. Alors, donc, il faut faire attention, puis aussi, je vous invite à porter un regard critique sur certaines mesures coercitives que vous pouviez appliquer encore dans vos classes en milieu francophone minoritaire. Donc, si vous avez
si vous donnez des punitions, ou même si c'est dans le positif, tu sais, les petits jetons qu'on met dans le bocal si tu as bien parlé français, mais à la fin, tu as une récompense, mais que si tu n'as pas assez de jetons, tu n'auras pas de récompense. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que quand on le présente, quand on mentionne que les enfants autochtones n'avaient pas le droit de parler de langue, qu'il y a une perte des langues, bien, c'est sûr qu'on va chercher là, quelque chose chez les enfants. Donc, ça peut vous demander dans votre école de revoir comment on aborde ces questions-là de langue minoritaire. Donc, ici, c'est des exemples de plusieurs ouvrages qui existent, puis il y a plusieurs maisons d'édition qui publient ces petits recueils-là qui sont assez faciles à lire. Ici, vous avez, entre autres, comme je mentionnais, l'histoire du chandail orange. Ici, pour un petit peu plus vieux, pour jusqu'à la 5e, 6e année, là, les bas du pensionnat. Et il y en a plusieurs ici. Là. Ici, le petit récit, celui-ci en haut de Chichieko, c'est très bien. Et la pirogue aussi de Chichieko, c'est très bien aussi. Des idées de discussion. Donc, on peut, pour la première à la 3e année, on va parler de leur sentiment de retour en classe. La joie, l'anxiété, la peine de quitter la maison, les parents, le chien. Je vais moins en parler à la maternelle parce que souvent, on ne veut pas exacerber le sentiment qu'ils ont, les tout petits. C'est tout chaud hein, dans leur vécu. Il y a des petits qui ne vivent pas l'entrée à la maternelle de façon aussi enthousiaste que peut-être d'autres. Donc, je garde plutôt ce genre de discussion-là pour les premières années, première à 3e année. Et qu'on mentionne aussi que les enfants dans les pensionnats, ils étaient très loin de chez eux, certains à plus de 700 km. Alors, vous pourriez prendre une carte, par exemple, puis montrer qu'est-ce que ça représente, 700 km, ou faire un peu de mathématiques avec ça, justement. De dire, OK, bien, 700, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on peut prendre une corde, puis montrer que, bon, ça équivaut à 1 km, puis là, on fait tout le tour avec la corde, et pour que les enfants comprennent que c'est très loin, très loin. 4e, 5e, 6e année, on peut les amener à discuter justement de certains règlements de leur école, puis les mettre en contexte avec les règles rigides qui existaient dans les pensionnats autochtones à l'époque, mais aussi peut-être avec les règles rigides qui existaient dans les différents systèmes scolaires de ces époques-là aussi. Et puis on peut aussi parler avec eux de mettre en lumière les enjeux de la préservation de la langue et des traditions. Donc, est-ce que c'est important pour nous que la langue française soit transmise? Pourquoi c'est important pour nous, toutes les traditions qu'on a? Tu sais, la ceinture fléchée, qu'on joue du violon, etc., les danses qu'on a, les chansons ancestrales qu'on a, et pourquoi c'est important de les préserver, et pourquoi c'est important aussi pour les Autochtones de les préserver. Puis on peut faire aussi certains parallèles avec nos 4, 5e, 6e, avec la nourriture des pensionnats, puis ce qui est servi à l'école aujourd'hui. Les discussions avec les élèves plus âgés, bien évidemment, on peut leur demander quelles ont été et quelles sont encore les conséquences des pensionnats. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire de présenter des excuses? Qui devrait en présenter? Est-ce qu'il y aurait d'autres excuses à présenter? Qu'est-ce qu'on a appris de ces événements? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des ressources aussi pour les 6e et 7e années. C'est surtout des sites Internet. Il y a certains livres, comme ici, c'est un journal. Ça fait partie des chers journaux. Ici, c'est Violette Péchine qui était pensionnaire dans le nord de l'Ontario. Mais ici, ce sont des liens pour nos élèves plus vieux avec la chronologie, des renseignements sur, des vidéos sur l'histoire d'une survivante des pensionnats. Puis, je vous recommande fortement avec vos plus âgés, particulièrement 9e et en montant, de parler, de prendre connaissance des 94 appels à l'action. Donc, on ne leur demande pas de lire le rapport là, qui contient des centaines de pages. Mais ça, c'est un petit document où on voit chacune des 94 appels à l'action. Et c'est intéressant de pouvoir en discuter avec les élèves et de savoir comment est-ce qu'ils voient la mise en œuvre de ça et comment eux, personnellement, pourraient le mettre en œuvre.
Il y a une excellente ressource qui a été créée par l'Université d'Ottawa pour la 6e, 8e et 10e année. C'est en lien avec le programme de sciences humaines et de l'Ontario, puis aussi du programme d'anglais de l'Ontario. Donc, le guide est en français, guide du programme d'études sur la vérité et réconciliation. Et vous pouvez, si vous tapez ce mot-là, vous allez pouvoir le trouver. Et je pense que j'ai mis le lien à la fin. Ce qu'il faut éviter de faire. De faire que des activités d'artisanat pour parler de la culture. Donc, c'est important que, la journée du 30 septembre, là, ou la journée d'avant ou la journée d'après, pour parler de la réconciliation, la semaine de la réconciliation, si on veut, bien, c'est peut-être pas le moment de faire un capteur de règles. Parce qu'il faut dépasser. Il faut dépasser ça. Quels sont les éléments typiques de la culture locale? Et est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Et donc, il faut éviter de faire seulement de l'artisanat pour parler de la culture. Ce qu'il faut éviter de faire, je vous l'ai dit en tout début, proposer des vidéos, des œuvres littéraires sans en avoir pris connaissance d'abord. La raison est la suivante. Il y a certains contenus qui sont beaucoup trop descriptifs pour les petits. Et donc, j'ai vu dans le passé un document intéressant, une vidéo intéressante avec un aîné autochtone, mais qui expliquait très émotivement comment il avait été victime d'abus physiques et sexuels. Et on comprend qu'on ne peut pas présenter ça à un enfant qui a 7 ans. Donc, il faut faire attention. Vous devez en prendre connaissance d'abord pour que vous puissiez le remettre en perspective et vous juger. Et donc, il y a des choses qu'on ne présente pas aux petits. Ce n'est pas dans le but de leur cacher des choses. C'est le fait qu'il faut qu'ils soient capables de pouvoir faire une certaine analyse de ça. Ce qu'il faut éviter de faire aussi, demander à une personne autochtone de parler des pensionnats sans avoir eu une conversation d'abord avec cette personne. Et donc, souvent, mes collègues autochtones me disent, tu sais, on est des fois fatigués de servir d'Autochtones de service, là. Et puis qu'on nous accroche, évidemment, une semaine ou 3 jours avant la semaine de réconciliation, même la journée même. Et donc, c'est important d'avoir une conversation d'abord ou de demander à une collègue autochtone, justement, de parler de cet épisode-là. Et si vous invitez quelqu'un qui aurait vécu les pensionnats, évidemment, on invite cette personne-là avec les élèves plus âgés, mais c'est important que vous ayez eu une conversation d'abord avec cette personne-là pour voir avec elle comment on veut l'aborder, comment elle veut comment cette personne-là veut en parler, puis respecter aussi qu'il y a certains aspects qu'elle ne va pas dévoiler non plus. Alors, des actions concrètes. Faire écrire des mots dans la langue locale qu'on affiche sur les murs des corridors. De demander à des élèves plus vieux de lire à l'intercom quelques-unes des histoires, des livres qui ont été suggérés, surtout les livres qui sont pour les petits parce que le texte est court. Et donc, on le récite à l'intercom et donc tout le monde entend dans toutes les classes. Et donc, on fait référence ici, on reprend la tradition orale. Vous pouvez écrire un mot à des aînés de la nation locale en y ajoutant les mots appris par les enfants dans la langue autochtone locale. Donc, vous écrivez toute la lettre, mais vous dites, voici nos enfants, les enfants écrivent des mots, et en français, bien sûr, mais ils peuvent avoir glissé un mot qu'ils ont appris dans la langue locale. Vous invitez un ou une aînée à prendre le thé, pas en septembre, pas dans la semaine de réconciliation. Vous les invitez à venir prendre le thé à un moment dans l'année. Pour les élèves plus âgés, ils peuvent offrir de traduire certains éléments des sites Internet de la nation locale ou même des récits fondateurs. Pour les récits fondateurs, il faut évidemment, on demande la permission d'abord, mais on fait cette offre-là, on leur offre, on leur dit, nous voudrions traduire certains éléments de votre site Internet parce qu'on considère que ce serait intéressant que nous, le francophone, puisse y avoir accès. Alors, nous voudrions vous offrir de la traduction. Et moi, je l'ai déjà fait avec mes élèves du secondaire. Et on a fait un exercice de syntaxe avec ça. Évidemment, mes élèves ont tout mis ça dans Google Translate. Et puis, évidemment, on s'est rendu compte que la syntaxe laissait à désirer. Alors, ils ont dû retravailler la syntaxe. Demander aux élèves plus vieux de communiquer l'information, si j'ai des pensionnats autochtones, à au moins un des membres de leur famille. Ils peuvent aussi le mettre sur un podcast. Ils peuvent le mettre sur leur page Instagram. Faire un échange au cours de l'année avec des élèves des communautés autochtones locales et ou travailler sur un projet commun. Par exemple, un projet en environnement,
un projet en art, en musique, dans tout genre de domaine. Et ce que vous pouvez faire, c'est contacter chaque nation, pas nécessairement chaque conseil de bande, mais chaque grand conseil tribal, par exemple, chaque grand conseil de nation a une section éducation et vous pourriez aller voir, ou des projets, vous pouvez aller voir sur leur site, souvent ils ont des projets en environnement, comment vos élèves, surtout les plus âgés, même des fois les plus petits, peuvent participer à ce genre de projet-là. Et évidemment, vous pourriez présenter des éléments de cette présentation aux élèves plus vieux. Quelques ressources, voilà. Beaucoup d'éléments là, qui viennent de IDELO. La Fondation autochtone de l'Espoir, vous allez trouver beaucoup d'informations, des informations sur la journée du chandail orange, des projets, le projet du cœur pour l'Ontario, un site en français. Et il y a des fois des leçons toutes faites aussi. D'accord? Voilà. Merci infiniment de votre écoute.